prochaine période pour le forum d'aujourd'hui, c'est la table ronde d'experts. On a avec nous 4 experts qui ont accepté de discuter avec nous de leur vision, à la fois les éléments intéressants qu'on retrouve dans le PEV, des arrimés aussi avec les actions qu'on voit dans les régions depuis quelques années. On les voit apparaître à l'écran. Donc, on a 1 heure environ de discussion avec nos 4 experts. Puis ensuite, pour permettre des questions, commentaires aussi du public, il y aura le salon des experts que je pourrai vous expliquer plus tard, mais ce sera possible donc pour les gens qui ont des questions à la lumière des éléments là, qui seront ressortis de la table ronde. Prenez-les en note, vous aurez l'occasion d'entrer en communication là, avec chacun des intervenants qu'on a avec nous. Donc, voilà, je vais vous les présenter. Tout d'abord, nous avons Étienne Pomerleau-Landry, conseiller chez Copticom. Bonjour Étienne, pouvez-vous nous dire un peu, c'est quoi le regard que vous avez envie d'amener sur le PEV aujourd'hui? Oui, bonjour Lauriane, merci beaucoup. Bonjour à tous. Oui, donc aujourd'hui, je vais apporter une comparaison entre le PEV 2030 et d'autres plans climat dans le monde, notamment en Amérique du Nord. Excellent. Donc, d'avoir cet élément de comparaison-là par rapport à d'autres États. Merci. Et Étienne Pomerleau-Landry, pouvez-vous nous dire un peu qu'est-ce que c'est Copticom? Oui, Copticom est une firme de stratégie et relations publiques. On est spécialisé en économie verte, en économie sociale. On gravite autour beaucoup des groupes de la société civile pour faire avancer l'agenda environnemental. Et puis également, on travaille avec des entreprises, avec les gouvernements pour les conseiller sur des démarches de collaboration, de consultation. Excellent. Merci d'être avec nous. Deuxième invité, on a Pierre-Olivier Pinault, qui est titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie à HEC Montréal. Bonjour, M. Pinault. Bonjour à vous. De votre côté, quel élément vous aimeriez faire ressortir cet avant-midi? Moi, ce que je vais faire ressortir dans le PEV, c'est vraiment son ouverture vers nos voisins, vers les marchés d'électricité des États-Unis et même de l'Ontario et des provinces atlantiques, parce que le PEV parle justement du rôle que peut jouer le Québec dans la décarbonisation du nord-est américain. Donc, il y a des éléments vraiment intéressants à développer et qui vont devoir apporter aussi un lot de remise en question dans nos pratiques ici au Québec. Excellent. Merci beaucoup. Notre troisième invité, on a Jeanne Robin, qui est directrice principale chez Vivre en Ville. Bonjour, Madame Robin. Bonjour. Bonjour à tout le monde. De votre côté, qu'est-ce qui vous intéresse au niveau du PEV? Quel regard vous voulez amener dans la discussion aujourd'hui? Je vais parler aujourd'hui du rôle de l'aménagement du territoire comme stratégie d'action climatique. Excellent. Puis pour ceux qui ne connaissent pas Vivre en Ville, pouvez-vous nous situer un peu sur la mission de l'organisme? Oui, Vivre en Ville, c'est une organisation nationale d'intérêt public à but non lucratif. Notre mission, c'est de contribuer à la création de collectivités viables, donc qui répondent aux besoins de leurs habitants dans le respect de la capacité des écosystèmes notamment. Et pour ça, on travaille avec différents acteurs, bien sûr beaucoup en accompagnement des municipalités, des citoyens, des experts et évidemment en collaboration avec les différents paliers de gouvernement et les différents ministères. Excellent. Merci d'être avec nous. Et pour terminer cette table ronde, on a la chance d'avoir Mme Dominique Deschênes avec nous, qui est directrice générale des opérations et de l'innovation du sous-ministériat à la transition énergétique au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Bonjour, Mme Deschênes. Bonjour à tous, ça me fait plaisir. Et de votre côté, quel élément vous avez envie de faire ressortir aujourd'hui concernant le PEV? De notre côté, au niveau de la transition énergétique, on est dans les actions, donc dans les moyens concrets là, pour arriver à faire un succès de la lutte au changement climatique. Donc, on va le prendre un peu sur l'angle du financement et des mécanismes là, pour tous. Parfait. Merci. Puis, pour ceux qui ne connaissent pas Transition énergétique Québec, est-ce que vous pouvez nous dresser un peu les grandes lignes là, de cette instance?
Donc, nous, notre objectif, c'est d'atteindre les cibles de la politique énergétique du gouvernement du Québec. Il y a une politique énergétique qui est sortie en 2017. Donc, on vise là, à réduire la consommation de produits pétrole, à améliorer l'efficacité énergétique. Et puis, on est responsable du plan directeur en transition énergétique de l'ensemble du Québec. Donc, c'est pas juste un plan pour transition énergétique, c'est un plan pour tous les citoyens, là, ça regroupe 225 actions de ministères, organismes, les distributeurs en énergie. Donc, je dirais qu'on est peut-être un des principaux bras opérateurs, si on peut dire, du plan d'économie verte. Excellent. Bien, merci beaucoup d'être avec nous. Pour commencer cette table ronde, j'aimerais ça qu'on prenne un pas de recul par rapport au Québec, puis qu'on regarde, qu'on se situe dans le monde en essayant de voir, bon, avec le plan pour l'économie verte 2030, certains disent qu'il faut en tirer une grande fierté, d'autres qui se questionnent à savoir si on est assez ambitieux, puis de se comparer aussi à d'autres gouvernements, d'autres propositions, ça nous permet quand même de se situer par rapport à un effort collectif mondial. Donc, ma première question, je l'adresserai à Étienne Pomerleau-Landry. Le Québec, il cherche à se positionner sur la scène internationale comme étant un des leaders dans la lutte des changements climatiques. En étudiant la proposition politique du PEV qui articule la stratégie du gouvernement, si on se compare avec les États-Unis ou encore Ottawa, le gouvernement fédéral, même certains leaders européens, est-ce qu'on peut être fier du PEV ou comment est-ce qu'on se situe par rapport aux autres initiatives politiques? C'est vraiment une vaste question. Il faut être capable de se comparer en même temps, tomber dans les comparaisons boiteuses entre le Québec et d'autres pays. Ça a quand même ses limites. Le Québec a ses forces, a ses faiblesses, a ses propres défis pour atteindre ses objectifs climatiques. D'abord, déjà au Canada, le Québec se distingue de multiples façons par différentes choses, sa production énergétique, avec essentiellement hydroélectrique, avec un monopole d'État, pas de production d'hydrocarbures, c'est en soi ce qui le différencie énormément, sa réglementation spécifique du secteur de l'énergie, la tarification du carbone, le ministre l'a dit tantôt, mais le marché du carbone est très différent du prix du carbone ailleurs dans le Canada, son tissu industriel et manufacturier, et ces entreprises qui sont exposées à la concurrence internationale ne sont pas les mêmes qu'ailleurs, de même que ces grappes industrielles ne sont pas les mêmes qu'ailleurs. Mais on peut penser au Québec, par exemple, tout ce qui est transport électrique, bâtiments intelligents, intelligence artificielle, c'est une des forces du Québec. L'organisation sociale aussi du Québec n'est pas la même. On a une mobilisation de la société civile, une adhésion, une conscientisation de la population qui n'est pas la même. L'aménagement du territoire aussi. Difficile de comparer le Québec, par exemple, à des petits pays qui ne sont pas aussi dépendants du transport solo. Et c'est pas pour rien que le Québec a ses émissions de gaz à effet de serre qui proviennent surtout du transport. Donc, d'abord, ça c'était une mise en contexte. Le portrait de l'action climatique au Québec, il faut d'abord se regarder avant de se comparer. Entre 1990 et 2012, c'est-à-dire en l'espace de 22 ans, on a réduit de 6 % nos émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, de 2013 à 2018, jusqu'au dernier portrait des émissions de gaz à effet de serre actuelles, c'est-à-dire en l'espace de 6 ans, il n'y a eu aucun gain, en gros, depuis la fin du protocole de Kyoto, malgré les 4,8 milliards du plan d'action sur le changement climatique 2013-2020 et la mise en place du marché du carbone. Donc, c'est une situation dont il faut tenir compte. En 2019, le Québec, où il se situe, le Québec est le 25e émetteur mondial par habitant, avec 9,5 tonnes par habitant. C'est 2 fois plus que la moyenne mondiale, qui est à 4,75 tonnes par habitant. Donc, par habitant, le Québec pollue plus que 202 pays dans le monde, dont la quasi-totalité des pays européens, mais moins que les États-Unis ou le Canada. Donc, ce qui en fait le premier de classe en Amérique du Nord de tous les États. D'ailleurs, je trouve ça intéressant. Je m'excuse de vous couper parce que c'est un argument qui ressort souvent de la part des gens qui sont réfractaires à avoir un changement de comportement, qui vont même sortir toutes sortes de discours ou d'arguments pour se déresponsabiliser aussi, là, de dire ben, le Québec, c'est un petit joueur dans le monde comparé aux États-Unis ou à la Chine. Tous les efforts, même les investissements qu'on va faire, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ce que vous êtes en train de dire, c'est que
on se situe, malgré la faible population aussi, 8 millions d'habitants, on se situe quand même en haut de peloton, là. Oui. Ah, c'est sûr, par habitant, on est clairement 2 fois plus polluant par habitant que la moyenne mondiale. Et dans les pays industrialisés, on est quand même parmi les plus polluants. Ceci étant dit, il y a 2 raisons pourquoi on devrait faire notre juste part. La première, c'est notre responsabilité historique dans les gaz à effet de serre, dans le changement climatique, le réchauffement climatique. Ça, c'est prévu par l'accord de Paris et on y a adhéré avec ce principe-là. Deuxièmement, si le Québec veut tirer son épingle du jeu dans l'économie du 21e siècle, le Québec a tout intérêt à être en tête dans le peloton de tête pour pouvoir avoir une économie qui se distingue et qui va aller chercher, par exemple, en matière de batterie. Pour être la batterie du nord-est des États-Unis, encore faut-il faire des investissements majeurs et se positionner par rapport à nos voisins du nord-est. Et ça, M. Pinault pourra en parler, mais il y a un potentiel extraordinaire par rapport à ça. Mais en effet, ça m'amène à poser la question à Pierre-Olivier Pinault. Le premier ministre, dans son mot d'introduction par rapport au PEV, pour nous donner une image de la vision qu'il a pour le Québec, il souhaite qu'on devienne la batterie verte nord-est de l'Amérique. Est-ce qu'on est loin du but? Est-ce qu'on a ce qu'il faut pour prétendre et aspirer à un titre comme ça? Puis, sur quoi on doit miser pour vraiment pouvoir s'en vanter d'être la batterie verte du nord-est de l'Amérique? Un des éléments que Étienne n'a pas mentionné dans ce qui distingue vraiment le Québec de tous les autres pays du monde, c'est notre capacité de stockage d'électricité. Parce qu'en fait, d'hydroélectricité, le Manitoba, on a aussi un système 100% hydroélectrique, la Colombie-Britannique a un système 100% hydroélectrique, la Norvège a un système 100% électrique, mais aucun de ces États ou provinces-là n'a autant de capacité de stockage dans ces réservoirs, dans les barrages hydroélectriques. Et ça, c'est unique sur Terre, cette capacité de stockage immense que le Québec a, qui peut être mise à profit pour la pénétration d'énergie éolienne et solaire chez nos voisins. Parce que, comme on le sait, le grand défi des énergies renouvelables qui se développent ces dernières années, l'éolien et le solaire, c'est leur intermittence, le fait qu'ils sont variables. Et il faut justement pouvoir pallier à cette intermittence et pouvoir produire quand le vent ne souffle pas ou le soleil ne brille pas. Et c'est là où le Québec a un rôle particulier à jouer. Et dans la notion que M. Legault met sur la table, celle de batterie du Nord-Est, c'est justement de se charger quand il y a de l'énergie renouvelable, éolienne et solaire qui est disponible, et de se décharger quand elle est absente. Et le Québec peut jouer ce rôle de batterie. Mais je vous coupe parce que vous faites allusion au stockage. Vous avez dit les barrages, mais pour ceux qui voient difficilement, qu'est-ce que vous voulez dire par notre capacité de stockage? De quelle manière est-ce qu'au Québec, on stocke qui est unique au monde? C'est-à-dire, les barrages hydroélectriques stockent de l'eau. Si on fait un barrage, c'est pour bloquer de l'eau derrière le barrage. Et cette eau-là, c'est de l'énergie potentielle qu'on peut produire au moment opportun. Et il y a évidemment beaucoup de barrages sur Terre. Le Québec n'est pas l'unique pays à avoir ou province à avoir des barrages, mais on en a une quantité astronomique. La quantité d'énergie que l'on peut mettre derrière les barrages en termes d'eau qui peut être turbinée pour générer de l'électricité est véritablement extrêmement importante. Et évidemment, souvent, quand on parle de batterie, on pense aux batteries des voitures électriques, on pense à des batteries lithium-ion ou à différents types de technologies qu'on développe et qui doivent être développées, qui ont des capacités de stockage assez minimes. Ça prendrait, par exemple, des millions de véhicules Tesla sur nos routes pour être l'équivalent de l'énergie qu'on stocke dans nos barrages hydroélectriques au Québec. Donc, c'est des ordres de grandeur complètement différents quand on pense aux batteries des ordinateurs, des véhicules électriques et l'énergie qu'on peut stocker dans nos barrages. Ça, c'est important de pouvoir le mettre à la disposition de nos voisins, de le déployer. Évidemment, il y a aussi une notion d'exportation d'électricité qui est importante. C'est que Hydro-Québec développe beaucoup de nos jours des contrats avec le Massachusetts. Cette semaine ou assez bientôt, New York va demander à toutes les parties intéressées, dont Hydro-Québec, de déposer des offres pour des achats d'électricité propre aux États-Unis. Et donc, ça va être important de se positionner là-dessus.
Là, donc on a un potentiel incroyable. Là où il faut réformer nos manières de faire, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment en mode de Hydro-Québec qui alimente les entreprises québécoises, les résidences québécoises, ce qui est très bien, ce qui nous en rend énormément de services, mais c'est assez unidirectionnel. Ça vient d'Hydro-Québec jusqu'aux consommateurs. De plus en plus, les consommateurs devront pouvoir réagir de manière dynamique en stockant eux-mêmes de l'énergie, en réduisant leur demande d'électricité si ça peut rendre des bénéfices sur le réseau pour d'autres, pour des exportations ou pour mieux gérer le réseau. Et ça, c'est le dynamisme dans le marché, la participation des consommateurs, elle va devoir être encouragée dans les années à venir. Ça va solliciter les individus, les entreprises, et aujourd'hui, on n'a pas les structures tarifaires, les structures réglementaires qui nous permettent de vraiment bien impliquer tous les consommateurs dans cette transition énergétique. Parce qu'on pense souvent que la transition, et puis le ministre nous l'a répété, on pense beaucoup que c'est l'électrification, mais même en électricité, on a une transition à faire dans notre manière de consommer. Mais pouvez-vous donner un exemple? Parce que, en effet, la posture de départ, c'est de croire Hydro-Québec nous donne une électricité qu'on consomme, mais quand vous dites ce modèle-là est unidirectionnel et il faut changer cette approche-là, un exemple concret de comment un citoyen ou comment une entreprise peut retourner son énergie, c'est un peu ce que vous sous-entendez par votre proposition? Par exemple, le Québec veut beaucoup que les Québécois achètent des voitures électriques. Alors, vous achetez votre Nissan Leaf, par exemple, et là, avec votre Nissan Leaf, vous avez 60 kWh de capacité de stockage dans la batterie de votre voiture. 60 kWh de stockage dans votre voiture, ça peut vous chauffer pendant 2 jours, même les journées d'hiver comme ça. Et alors, ça pourrait beaucoup aider Hydro-Québec Distribution, par exemple, de se dire dans certains quartiers, ceux qui ont des voitures électriques, plutôt que de garder les 60 kWh dans leur voiture, eh bien, de les utiliser pour chauffer leur maison ou même chauffer leurs voisins en utilisant évidemment de l'énergie que Hydro-Québec a initialement mis dans la voiture, mais que là, un consommateur peut ressortir de sa voiture pendant qu'il ne l'utilise pas. La nuit, la voiture est stationnée, elle s'est rechargée, mais là, au petit matin, quand les enfants sortent du lit, qu'on fait le petit déjeuner, eh bien là, au lieu qu'Hydro-Québec nous livre de l'électricité, c'est notre voiture qui pourrait nous aider à fournir l'électricité de la maisonnée. Et comme ça permettrait au réseau d'Hydro-Québec de mieux affronter les périodes de pointe. Et ça, on est vraiment dans un mode bidirectionnel qui vient aider les consommateurs et vient aider Hydro-Québec, vient aider l'environnement parce qu'on n'a pas besoin de construire des nouvelles installations pour servir la pointe matinale qui est le moment de la journée où on consomme beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est un peu comme si on avait nos barrages, notre stockage à des très petites échelles. Et ce que vous dites, dans le fond, c'est que ce stockage-là est comme une forme de gaspillage où il pourrait y avoir un partage de cette énergie-là aux heures de pointe essentiellement, c'est ça? Absolument, absolument. Là, parce qu'on a investi dans des voitures électriques, donc on investit dans des batteries supplémentaires. Ces batteries-là, autant les utiliser optimalement pour aider tout le réseau électrique au Québec, pour pouvoir aussi aider nos voisins en libérant des capacités de transport, par exemple, que Hydro-Québec Production et Distribution pourrait vouloir utiliser à certains moments pour amener de l'électricité chez nos voisins qui, eux aussi, vont vouloir électrifier le chauffage. Et donc, l'hiver, il fait froid aussi à New York. Eh bien, il va aussi avoir besoin d'énergie là-bas le matin quand il fait froid chez nos voisins. Et on a toute une reconfiguration de nos manières de faire qui est à prévoir. Je trouve ça intéressant. Ça me fait penser, Madame Deschênes, vous travaillez avec tout le volet de l'innovation aussi énergétique au Québec. Le volet aussi des mécanismes de financement là, qui sont déjà disponibles pour permettre soit l'implantation de nouvelles technologies ou pour soutenir cette transition-là. Quand vous regardez le PEV, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens sachent de transition énergétique ou des mécanismes financiers qui existent pour faciliter ces transitions-là? D'abord, je vais rebondir un peu sur ce que M. Pinault disait. Là, il faut que les citoyens participent, il faut que tout le monde participe. Ce qu'on essaie de faire, nous, transition énergétique,
c'est de mettre des moyens en place, des actions pour aider les citoyens à participer à la transition énergétique. Certains projets, en fait, les projets d'efficacité énergétique sont tous rentables. Parfois, la période de rentabilisation est longue, ce qui fait en sorte que ça peut créer des barrières à l'acquisition de technologies ou de mise en place de nouveaux projets. Donc, avec les subventions qu'on octroie, tout secteur confondu, que ce soit clientèle, affaires, institutionnelle, citoyenne, transport, résidentiel, on calibre nos subventions pour transformer le marché. C'est ce qu'on veut faire, transformer le marché. Donc, on donne une subvention qui permet là, de raccourcir la période de rentabilisation de l'investissement pour inciter les citoyens avec nous à faire la transition énergétique d'une façon logique et efficace. C'est ce qu'on souhaite par ça. Aussi, on travaille en mise en place de mécanismes novateurs de financement, donc du financement mix privé-public. On sait que les objectifs du gouvernement sont très élevés, donc on ne pourra pas y arriver seulement avec des aides financières. Il faut inciter les investisseurs privés aussi à investir avec nous dans la transition énergétique. Je crois qu'on est à un tournant maintenant où de plus en plus d'institutions privées financières sont intéressés à investir, mais ne savent pas trop toujours de quelle manière le prendre. Ils ne sont pas toujours en mesure de bien évaluer les projets. Donc, on offre notre accompagnement aux institutions financières aussi pour les aider à évaluer les projets. Puis, on tente de mettre en place là, des prêts vraiment favorables avec des conditions avantageuses. Par exemple, ça peut être des projets clés en main pour des entreprises qui voudraient faire de l'efficacité énergétique ou au temps zéro, il n'y aurait pas d'argent à investir, puis ils rembourseraient sous la forme des économies d'énergie plus tard. Donc, c'est plusieurs moyens concrets qu'on essaie de développer continuellement. Chaque année, on tente de s'améliorer puis de développer des nouvelles alternatives là, pour aider tout le monde à faire partie de la solution. Puis, pour que ces démarches-là visant à impliquer ou à interpeller le secteur privé dans le financement fonctionnent, parce qu'on s'attend quand même à la sortie de la pandémie à ce que les finances publiques là, soient quand même très affectées là, par tous les investissements nécessaires, puis avec les investissements nécessaires pour la transition énergétique, pour la mise en œuvre du PEV. On n'aura pas le choix à un moment donné de cesser de se tourner uniquement vers les fonds publics pour tout mettre en œuvre. Donc, en ce moment, c'est quoi la proportion du secteur privé? Puis, comment vous êtes capable de planifier ou positionner davantage les investissements du secteur privé pour pas que la pression elle soit uniquement sur les fonds publics? On a fait des études par le passé qui sont disponibles d'ailleurs sur notre site pour d'abord développer quels seraient des mécanismes de financement gagnantes, là, autant du côté des investisseurs privés que des clientèles. Dépendant de quel secteur on parle, la façon de les attaquer n'est pas nécessairement la même. Pour l'instant, c'est encore très marginal, l'investissement privé. Mais vous allez voir dans les prochaines semaines, déjà, il va y avoir une annonce là, d'un investissement de financement mix privé-public là, qui s'en vient sous peu. Je veux pas scooper l'annonce, là, mais ça s'en vient. Mais on cherche à accompagner vraiment là, les gens à innover. Ça prend du temps, il faut faire des études, il faut travailler avec les gens. On a fait plusieurs consultations, tables rondes. Dans le PEV, il y a une certaine somme qui a été réservée pour le financement mix privé-public. On a travaillé ça beaucoup avec le ministère de l'Environnement. Donc, c'est à force de convaincre, d'expliquer. Vous savez que pour les investisseurs privés, investir dans un projet d'efficacité énergétique, c'est très différent pour eux que d'investir dans une immobilisation dans laquelle ils sont habitués au temps zéro, d'avoir un nouvel acquis, alors que quand on parle d'efficacité énergétique, le retour est plus tard dans le temps, donc il faut les amener à les conforter sur le moment où le retour va vraiment arriver. Ils ont besoin d'avoir des garanties que ça va se produire. Donc, on vise à vraiment faire des effets de levier. Donc, en investissant, par exemple, en développement avec des nouveaux mécanismes financiers, on pourrait aller à du 1 pour 10, c'est-à-dire que pour, je ne sais pas, par exemple, $1 million que le gouvernement pourrait mettre, on pourrait aller chercher des capitaux privés x 10 ou même x 50.
Puis je crois qu'à partir du moment où on va avoir certains investisseurs privés qui vont démontrer leur action de façon concrète, ça va faire boule de neige. Les autres vont vouloir embarquer, la crainte va s'estomper. Puis j'ai bien l'impression qu'on va réussir à faire quelque chose de vraiment bien. Vous avez parlé d'effet de levier. Une des images aussi qui est ressortie dans le PEV quand on parle de levier comme puissant outil d'adaptation au changement climatique, c'est toute la question de l'aménagement du territoire. C'est un des éléments qui ressort quand même beaucoup là, dans le PEV. Du côté de Vivre en ville, vous travaillez exactement là, sur ces questions-là d'aménagement du territoire pour avoir à la fois des collectivités plus durables, mais aussi de faire des aménagements qui permettent de réduire la demande énergétique. Donc, on s'inscrit vraiment dans des solutions concrètes, des solutions sur le terrain. Jeanne Robin, avec votre expérience à la fois technique, scientifique, mais aussi terrain, d'avoir accompagné les municipalités dans les dernières années pour revoir l'aménagement du territoire, quelles sont les bonnes pratiques qu'on a vues émerger au Québec dans les dernières années et qui mériteraient d'être reproduites ailleurs puis d'être davantage connues? Mais effectivement, je dirais que la lutte contre les changements climatiques a pris une place qui est croissante dans les pratiques d'aménagement du territoire, parce qu'on ne peut pas l'ignorer, justement, à la fois pour son rôle dans la réduction des émissions, mais aussi pour l'adaptation. Puis on va en entendre parler à plusieurs reprises au cours de ce forum, d'ailleurs, dont la programmation est vraiment intéressante. Mais c'est sûr qu'en matière d'adaptation, l'aménagement du territoire, ça sert d'abord à s'assurer de se mettre à l'abri des risques liés au climat futur. Puis là-dessus, je penserai à l'érosion, aux inondations qu'on commence déjà à voir de façon importante, en particulier dans certaines régions, dans certaines villes. Et je suis certaine que, par exemple, le maire de Gatineau, qui va être présent jeudi, va sûrement parler beaucoup des enjeux d'inondation à Gatineau, puis des choix qu'il faut faire en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme pour se mettre à l'abri du risque par rapport à la façon dont on conçoit nos collectivités, où est-ce qu'on construit et comment on construit. L'adaptation au changement climatique par l'aménagement du territoire, ça passe aussi beaucoup par la protection des milieux naturels, qui sont un peu notre police d'assurance. On risque moins d'être inondé, on réduit l'effet des vagues de chaleur qui peuvent être vraiment traumatisantes sur certaines populations particulièrement vulnérables. Pour ça, la protection d'une ceinture verte autour d'une agglomération comme Montréal, par exemple, comme le promeut le mouvement Ceinture Verte, c'est vraiment une mesure très efficace, et je sais qu'on va beaucoup entendre parler jeudi, je pense, de la protection des milieux naturels dans le cadre du forum. Ça, c'est beaucoup pour la question de l'adaptation, parce que bien sûr, on ne peut pas protéger des milieux naturels si on ne travaille pas à optimiser l'utilisation du territoire par ailleurs dans les milieux urbanisés. Du côté de la réduction, le rôle de l'aménagement du territoire, il est double, parce qu'il permet à la fois de réduire les distances à parcourir via les déplacements et aussi de favoriser les transports collectifs et actifs. Et là-dessus, il faut quand même qu'on se rappelle qu'on construit jour après jour ce qui va être utilisé pendant les prochaines générations, par les générations qui vont nous suivre. Et donc, on va influencer les déplacements, les transports qu'on va parcourir. Puis, ça a déjà été dit, là, mais les transports, maintenant, c'est 50% de nos émissions de gaz à effet de serre. Puis, selon, par exemple, qu'on va choisir d'implanter une épicerie au cœur d'un village ou à une distance plus importante, ou qu'on va choisir d'établir un pôle d'emploi au centre d'une agglomération ou plus en périphérie, ben, ça va avoir un impact énorme sur les distances à parcourir pour se rendre à ces lieux-là qui sont importants pour que chacun puisse conserver son emploi et puis réaliser ses activités. Puis ce potentiel-là, on a beaucoup parlé de la puissance de l'outil qu'est l'aménagement du territoire. Ce potentiel-là, d'ici 10 ans, avec tous les gestes qu'on peut poser en aménagement du territoire, ça peut être estimé à 4 millions de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre, donc à peu près 13% de la cible du Québec. Puis pour être un peu plus parlant, 4 millions de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre, donc ce qui est le potentiel d'aménagement du territoire, c'est équivalent à électrifier 1 million de véhicules. Sauf qu'en aménagement du territoire, on a des retombées aussi assez intéressantes sur le plan social, sur le plan de la qualité des milieux de vie, sur le plan de la santé, donc ça vaut d'autant plus la peine de travailler là-dessus. Puis j'insisterai sur le fait qu'il y a déjà beaucoup de municipalités qui travaillent dans cet objectif
à travers leurs choix. À Vivre en Ville, on a accompagné par exemple une demi-douzaine de municipalités dans le cadre du projet Municipalité Amis du Climat. Et puis le maire de Victoriaville, qui est une des villes qui participait à cette communauté de pratique-là, va être présent vendredi pour parler par exemple de son objectif de consolidation du centre-ville, d'attirer des ménages au centre-ville pour faire en sorte que ces ménages-là, ils aient accès à distance de marche ou à une courte distance de voiture, à un grand nombre de services, donc qu'ils ne soient pas obligés d'ajouter des kilomètres finalement à la communauté de Victoriaville. Puis je terminerai en disant que parfois, quand on parle d'aménagement du territoire puis de réduction des émissions de gaz à effet de serre en transport, on imagine tout de suite Montréal, Québec, les grandes villes, les grands projets de transport collectif, les grands investissements. Mais la beauté du travail en aménagement du territoire, c'est que toutes les MRC du Québec aménagent leur territoire, toutes les villes prennent des décisions là-dessus et il y a des stratégies qui sont adaptées aux collectivités, peu importe leur taille. Et mon collègue David Paradis, qui est directeur à l'accompagnement chez nous, va en parler justement vendredi des stratégies proposées et testées avec des petites et moyennes municipalités, en particulier au centre du Québec et puis dans la région Chaudière-Appalaches. Vous sortez des exemples municipaux, même à l'échelle de la MRC. C'est intéressant parce que Mme Deschênes aussi, vous y avez fait allusion. Dans le PEV, on insiste pour qu'il y ait une mobilisation, une participation de tous, la contribution de tous. Les citoyens sont ciblés, le milieu de la recherche, le monde municipal. Dans la mesure où les ressources financières du milieu municipal apparaissent parfois pas à la hauteur des défis aussi d'adaptation des pratiques pour faire face au changement climatique. Qu'est-ce qui serait important pour stimuler le milieu municipal pour qu'il passe à l'action? Puis, dans le PEV, on fait même référence au fait que les municipalités sont interpellées pour adopter des plans d'adaptation au changement climatique. Il y en a plusieurs au Québec qui l'ont fait jusqu'à maintenant, mais ça reste que c'est pas répandu. Puis, je vous interpelle les quatre sur cette question-là. De quelle manière, selon vous, le gouvernement du Québec devrait soutenir les municipalités pour qu'elles aient ce qu'il faut pour passer à l'action? Moi, je peux peut-être commencer en disant que les municipalités ont depuis quelques années là, des outils d'éco-fiscalité qu'elles peuvent utiliser et qu'elles n'utilisent pas encore suffisamment. Transition énergétique Québec a demandé à l'ENAP de faire un excellent rapport sur justement l'état des lieux de l'éco-fiscalité dans les municipalités québécoises. La loi a été changée. Maintenant, les municipalités peuvent avoir davantage de leviers à travers les taxes et la manière de prélever des taxes. Et c'est très important qu'elles utilisent ces leviers-là pour justement aller taxer le stationnement, aller taxer la collecte des déchets. Donc, au lieu de mettre la facture de collecte des déchets des matières organiques dans la taxation foncière des bâtiments, d'impliquer le citoyen et de lui dire si tu mets 200 kilos de poubelle devant chez toi, tu vas payer plus que celui qui met son petit sac de 10 kilos devant chez lui. Et sans que ça soit rétrograde et que ça pénalise des ménages à faible revenu, on a une panoplie d'approches qui peuvent faire en sorte qu'on responsabilise le citoyen en lui parlant franchement et en lui disant, regarde, il y a des options, eh bien, ces options, elles sont disponibles et elles vont te permettre de diminuer tes dépenses parce que tu vas mieux agir, mieux gérer un ensemble d'éléments et ça va t'aider personnellement et collectivement à faire la transition énergétique. On parle beaucoup des dépenses que la transition énergétique pourrait amener si on faisait cette transition énergétique. Moi, j'aimerais insister sur le fait qu'aujourd'hui, les Québécois dépensent pour polluer. Parce qu'on parle beaucoup des véhicules électriques, mais il faut se rappeler que même en 2020, avec la pandémie, on a eu 9 mois d'augmentation des ventes de camions légers. Si vous regardez les ventes de camions légers, à part pour les mois de mars, avril et mai, où il y a eu évidemment une chute des ventes de véhicules au Québec, et en Amérique du Nord,
pour tous les autres mois, par mars, avril et mai, les ventes de camions légers ont été supérieures en 2020 aux ventes de camions légers de 2019 pour le mois correspondant. Donc, les Québécois, ils ont beaucoup d'argent pour investir dans la pollution, donc pour investir pour des véhicules non électriques. Ils le dépensent, ils s'endettent. Alors, faire la transition énergétique, ce n'est pas juste une question d'avoir de l'argent pour la faire, c'est une question d'arrêter d'investir dans le problème. Et les Québécois, aujourd'hui, on investit énormément dans le problème plutôt que d'investir dans les solutions. Et c'est un petit peu ce changement de paradigme qu'il va falloir opérer. Oui, tout à fait. Quelqu'un d'autre voudrait réagir par rapport à... Oui, Étienne? Allez-y, Mme Deschamps. OK, juste, je vais prendre brièvement. Dans le fond, je suis très heureuse que vous ayez cité l'étude qui est aussi disponible sur notre site Internet. M. Pinault, si certaines municipalités veulent la consulter, c'est disponible. Puis, on est aussi disponible pour l'expliquer si des gens veulent. Mais je poursuivrai pour le rôle des municipalités. Pour nous, les municipalités, c'est un gouvernement de proximité. Ils sont proches des citoyens. Les citoyens qui veulent, par exemple, faire des rénovations doivent demander un permis de rénovation. Donc, on travaille de plus en plus avec les municipalités aussi ils peuvent sensibiliser, promouvoir, aider les citoyens à faire des choix responsables, les guider vers par exemple, quand ils font des travaux chez eux, améliorer l'efficacité énergétique de leur enveloppe. On sait qu'on a un patrimoine bâti quand même très, très grand au Québec. On a des vieilles demeures qui ne sont pas nécessairement toujours bien isolées. Donc, déjà là, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Là. On parlait du transport, mais aussi au niveau de l'efficacité énergétique du bâtiment, il y a beaucoup à faire. Et elles ont aussi leur propre bâtiment, les municipalités, pour lequel elles peuvent réfléchir elles-mêmes, quand elles font des travaux, à améliorer leur enveloppe et diminuer leur consommation d'énergie fossile, puis passer à des énergies propres. Je passe la parole, Étienne. Merci. En fait, il y a plusieurs exemples à l'étranger qui pourraient nous permettre de voir qu'il y a des possibilités de mieux accompagner les municipalités, mieux accompagner la population pour qu'elle participe à la transition énergétique. Je prends l'exemple de l'Union européenne dans son plan vert, dans son pacte vert pour l'Europe. Il y a un mécanisme de transition juste qui totalise pour les 10 prochaines années près de 150 milliards d'euros pour soutenir les régions, les industries, les travailleurs, les municipalités qui sont davantage impactées par la transition énergétique. On peut penser à des régions qui produisent du charbon en Allemagne ou en Pologne, et ça les aide à transiter et à ne pas être laissés derrière. Donc, une grosse partie de la mobilisation dans les prochaines années, ça va devoir être de mettre de la chair autour de l'os de ce concept de transition juste qui est nommé dans le PEV, mais qui n'est pas encore opérationnalisé. Il va falloir des mécanismes financiers pour aider toutes les régions du Québec à faire partie de la transition. L'autre aspect, je finir avec ça, pour avoir de la mobilisation de la population, c'est de l'informer. Je prends l'exemple des bâtiments qui viennent d'être abordés. À Montréal, dans le plan climat 2030 de la ville de Montréal, il va y avoir un système de cotation et de divulgation de la consommation énergétique et des émissions de GES des grands bâtiments. C'est un premier pas et la ville de Montréal agit vraiment de façon audacieuse là-dessus. Il faudrait que le gouvernement du Québec accélère également la mise en place de ce système de cotation et de divulgation de la consommation énergétique et des émissions de GES. Ce que c'est en gros, c'est que les citoyens, quand ils achètent leur maison, ils voient une espèce de palette de couleurs qui dit cette maison-là, elle est très énergivore et elle va consommer énormément. Donc, la cote, elle est à F. Si, par exemple, une maison est très éco-énergétique, elle va avoir la cote A. Donc, à ce moment-là, la valeur de la maison va être meilleure pour la revente si elle a une cote A qu'une cote F. Et ça aide les citoyens et c'est inclus avec les municipalités, forcément. Elles sont les premières à faire partie de l'action, mais ça les aide à prendre des bonnes décisions. En ce moment, on n'a pas cette information-là. Donc, l'information est capitale. Si je peux me permettre... oui, allez-y, Mme Deschamps. On y travaille, ça s'en vient. Là, vous allez voir quelque chose aussi dans les prochains mois là-dessus. Ce que vous dites... oui, Jeanne, vous vouliez réagir? Oui, je ne serai pas longue, mais je pense qu'il faut quand même
être conscient que ça demande de l'innovation, puis ça demande des changements de pratiques pour les municipalités. Puis il y a déjà de nombreuses municipalités qui travaillent dans ce domaine-là, puis je pense qu'il faut continuer de les soutenir. Il faut qu'il y ait un soutien financier, il faut qu'il y ait un soutien technique. On ne peut pas se contenter de se dire c'est possible, donc les gens vont le faire. Puis j'entendais beaucoup les intervenants précédents parler du puissant outil qu'est l'aménagement du territoire. Un outil puissant, il est efficace seulement si on s'en saisit, puis qu'on l'utilise. Là, vous avez le plus gros marteau, c'est pas lui qui va enfoncer le clou tout seul. Il faut encore qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de le prendre en main, puis qui l'actionne. Puis l'autre point, c'est que le rôle des municipalités est crucial, mais elles ne sont pas toutes seules. Et on parle beaucoup, puis le ministre l'a évoqué, la future conversation nationale en aménagement du territoire va permettre de beaucoup réfléchir, puis de se doter d'une vision commune, puis de s'assurer de la cohérence des actions futures, parce que l'action sur le territoire, le gouvernement agit de façon très très importante, puis je pense par exemple à la localisation des équipements, des bureaux gouvernementaux, qui a un impact incroyable et un effet d'entraînement très très fort sur le territoire aménagé dans les collectivités locales. J'aimerais ça vous entendre, Jeanne Robin, sur de quelle manière l'aménagement du territoire peut devenir, on garde notre puissant outil d'adaptation, mais de quelle manière on l'adapte en fonction du milieu rural, des grands centres urbains et des municipalités ou des localités qui sont davantage rurales. Quand on parle du secteur du transport, par exemple, comme étant le principal émetteur de GES, on veut quand même que nos régions, les villages puissent être dynamiques et continuer à pouvoir compter sur une population, mais nécessairement, ça implique davantage de déplacements. Donc, du côté de Livre-en-Ville, c'est quoi la conciliation que vous faites par rapport à ces pôles-là de l'aménagement du territoire qui demandent des interventions qui sont quand même différentes, mais on ne veut pas dévitaliser non plus nos régions et les villages qu'on espère dynamiques, mais qui implique quand même davantage de déplacements au niveau du transport. Tout à fait. Et souvent, travailler en aménagement du territoire dans une perspective de lutte et d'adaptation au changement climatique, ça permet de répondre à d'autres besoins en même temps. Puis par exemple, les petites communautés, souvent, ce qu'elles veulent, c'est attirer une nouvelle population ou maintenir la population existante, en particulier les jeunes familles, pour maintenir les services, pour s'assurer que l'épicerie continue de fonctionner, qu'on continue d'avoir une école ouverte. Et ça, on atteint d'autant mieux cet objectif-là qu'on va accueillir cette population-là au plus près du village, du noyau villageois qui est déjà existant, du centre. Puis dans beaucoup de collectivités, il y a des espaces qui sont sous-utilisés dans les milieux existants parce qu'il y a une industrie qui est partie, parce qu'il y a un presbytère, par exemple, qui est plus utilisé puis qui pourrait être réutilisé pour y faire des logements. Donc, il y a comme ça plein de petites solutions qui peuvent être adaptées aux petites collectivités puis qui vont faire en sorte que ces collectivités-là restent vivantes, soient encore davantage vivantes, je voudrais dire, parce que souvent, quand il y a cet objectif-là, c'est qu'il y a justement une vitalité locale et qu'en même temps, on va s'assurer de ne pas avoir un poids important sur les émissions de gaz à effet de serre parce que les gens vont être à proximité des services. Puis, j'ajouterais quand même que ce qui augmente les émissions de gaz à effet de serre des transports, ce n'est pas les régions du Québec, c'est les grandes banlieues du Québec. Il faut quand même être conscient de ça. L'enjeu, ce n'est pas la Gaspésie, c'est la grande région de Montréal, l'augmentation de sa population et le fait que cette augmentation de population-là se fasse dans des milieux qui ont souvent pas été pensés pour diminuer les distances parcourues puis pour favoriser le transport collectif. Donc, je dirais qu'il y a beaucoup d'énergie à mettre là-dessus et effectivement, il peut y avoir des solutions adaptées aux différents milieux. J'ai envie de revenir sur les batteries, donc l'électrification, puis la vision d'un Québec qui devient la batterie verte du nord-est de l'Amérique. Dans le PEV et aussi dans le plan de mise en œuvre, on parle des filières de recyclage des batteries. On met quand même l'accent sur cet aspect-là et pourtant, on trouve très peu d'éléments par rapport à la conception
des batteries. Puis même aux notions d'éco-conception, que ce soit dans le traitement des minéraux ou même, bref, de développer cette expertise-là. Je serais curieuse, M. Pinault et Mme Deschamps, au niveau de l'innovation qu'on a au Québec, puis est-ce que c'est une filière pour laquelle il y a quand même un beau potentiel sur lequel on devrait miser au-delà de simplement se préparer à bien les recycler? Oui, absolument. Mais on sait qu'au Québec, il y a des minéraux qui peuvent être utilisés, développés. On parle de mines de lithium. Hydro-Québec, à travers l'IREC et puis différents chercheurs, a aussi toute une expertise dans le développement de batteries. Évidemment, il y a une industrie minière qui pourrait être développée, qui est en voie d'être développée. Et après, il y a une industrie manufacturière autour de la conception puis de la fabrication des batteries qui est quand même très difficile à mettre en place. Mais Investissement Québec travaille très fort de nos jours pour justement essayer de bâtir cet écosystème autour de la batterie parce qu'il y a une possibilité véritablement pour le Québec de devenir un centre manufacturier de ces batteries-là. C'est probablement une belle perspective de développement économique pour le Québec. C'est du développement économique, c'est pas de la lutte contre les changements climatiques directement. Parce que pour la lutte contre les changements climatiques, on a des devoirs à faire au Québec en termes de consommation d'énergie. On est un des très, très gros consommateurs d'énergie. Donc, c'est bien de stocker. Puis, il n'y a aucun doute sur le fait que les batteries, autant nos méga batteries de barrage et les petites batteries vont être utiles et il y a tout un business à développer autour de ça. Mais notre première priorité pour la lutte contre les changements climatiques et pour l'électrification, c'est la réduction de la consommation d'énergie. Nous sommes des ogres énergétiques. Nos maisons on a parlé des enveloppes thermiques, il y a des pas de géants à faire dans les enveloppes thermiques. Quand on regarde, on parlait justement de ce qui se passe à l'extérieur. L'Allemagne, qui est bien plus articulée dans sa transition énergétique et qui a de nombreuses années de planification derrière elle et devant elle, eh bien, elle vise pour son parc de bâtiments en 2050 80% moins de consommation d'énergie dans les bâtiments allemands. Et ça, c'est quelque chose que le Québec n'a pas encore réalisé, mais il va falloir que nos bâtiments consomment beaucoup moins d'énergie en 2050 qu'aujourd'hui. On fait timidement des choses et cette année, il y a eu pour les nouveaux bâtiments un changement du code du bâtiment qui va justement resserrer les normes d'efficacité énergétique des nouveaux bâtiments. Mais il y a tout un travail à faire sur le parc existant et pour nous amener vers des bâtiments hyper efficaces avec de 80% de réduction. Évidemment, ça va apporter des changements très intéressants, mais ça va demander tout un chantier d'efficacité énergétique. Je poursuivrais peut-être en disant, c'est vrai que l'efficacité énergétique, c'est la source prioritaire d'énergie. Pour nous, c'est la priorité numéro 1. Puis l'énergie qu'on sauve peut être utilisée à d'autres fins. Donc, c'est vraiment gagnant. C'est presque, on peut le voir comme de l'économie circulaire au niveau énergétique. Puis peut-être dire aussi, là, au niveau du secteur des mines, du ministère de l'Énergie et Ressources naturelles, ils ont sorti un plan québécois là, des minéraux stratégiques l'an dernier, je crois. Donc, il y a quand même beaucoup de gisements au Québec là, de minéraux critiques là, pour lesquels, effectivement, il y a du développement économique à faire. Mais il faut le voir sur l'ensemble de la planète à ce moment-là, pas juste pour le Québec, là, les gains qui pourraient être ramenés. Puis, un dernier élément que je voulais mentionner, nous avons un programme d'innovation technologique qui s'appelle Technoclimat. Au Québec, quand même, c'est assez surprenant, là, les initiatives et les talents qu'on a au niveau de l'ingénierie, des nouvelles innovations technologiques. D'ailleurs, on a une entreprise québécoise là, qui s'appelle Recyclage Lithium, qui a participé au programme Technoclimat là, dans la dernière année, puis qui vise justement le recyclage intelligent là, des batteries pour les véhicules électriques. Donc, avec toutes ces petites innovations-là, avec l'amélioration de l'économie circulaire, puis l'évitement de la consommation sous toutes ses formes, que ce soit énergétique ou autre, c'est comme ça qu'on va améliorer notre bilan vraiment. Puis, encore mieux que simplement électrifier, il faut électrifier efficacement. Donc, utiliser tout ce qu'on peut qui est déjà présent. En terminant, je lance une question pour les quatre qui termineraient la table ronde.
le gouvernement insiste, on l'a entendu à la fois avec le ministre qu'avec Mme Michaud, sur la notion d'exemplarité de l'État. Puis en même temps, l'État, c'est le gouvernement, là, puis peu importe le palier, c'est souvent des gros bateaux qui demandent du temps là, avant qu'on réussisse à les faire changer de direction. Selon vous, pour faire preuve d'exemplarité, sur quoi le gouvernement du Québec devrait miser en premier lieu pour donner un bon coup d'envoi, inspirer aussi les citoyens ou les autres paliers gouvernementaux à faire ces changements de comportement qui sont nécessaires, puis notamment la réduction de la consommation, qu'elle soit énergétique ou au niveau des matières résiduelles. Là, je pense qu'en effet, on est des très gros consommateurs. Donc, bref, ça serait comme votre question de clôture. On commence par quoi si on incarne le gouvernement? Je pourrais intervenir là-dessus. L'exemplarité du gouvernement, le PEV met beaucoup de cibles pour le gouvernement en matière d'exemplarité et c'est déjà un pas en avant par rapport à l'ancien plan d'action. Mais il y a quelque chose où il peut aller encore plus loin et c'est en cours d'élaboration. C'est une stratégie vraiment gouvernementale des marchés publics. Les marchés publics on parlait de puissants leviers, c'est le mot de l'art, mais les marchés publics, c'est un puissant levier. Ce sont des milliards et des milliards de dollars que le gouvernement peut utiliser pour envoyer un signal à ses fournisseurs de biens et services que si les fournisseurs veulent contracter avec le gouvernement, il va falloir qu'ils soient performants sur le plan environnemental, j'ajouterais sur le plan social aussi, et il faudrait que les lois et règlements au Québec puissent inscrire noir sur blanc l'obligation des ministères et organismes, mais également des municipalités, qu'il y a des critères de performance environnementaux, comme par exemple, prenons l'exemple de la distance. Si l'État dit « moi, je veux que mon fournisseur puisse être dans un rayon de 50 km parce que je veux que la livraison soit verte », il faut que ce critère-là soit dans les appels d'offres publics. Il y a un tas de critères qui, en ce moment, sont entre les mains du gouvernement. Il a la liste, tout a été vu depuis des années avec sa stratégie de développement durable, mais maintenant, il faut que ça soit écrit noir sur blanc dans les lois et les règlements et que ça soit implanté le plus rapidement possible. Merci. Jeanne-Robert? Oui, mon cri du cœur, moi, pour le gouvernement, pour faire preuve d'exemplarité, ce serait de travailler sur ces critères de localisation des édifices gouvernementaux. Il y a 10 ans, la ville de Sherbrooke faisait face à un projet de déménagement de l'édifice du Revenu, donc tous les fonctionnaires qui travaillaient au ministère du Revenu à Sherbrooke. Puis le ministère du Revenu voulait déménager ses bureaux en périphérie, assez loin du centre, encore plus loin que ce qu'ils étaient déjà. Et la ville de Sherbrooke a pris un règlement de contrôle intérimaire pour dire dorénavant, les bureaux importants doivent s'installer dans un quadrilatère proche du centre-ville qu'on définit ainsi. Donc le ministère du Revenu a dû effectivement plier. Nous, à Vivre en Ville, ça nous a donné l'idée de travailler sur cette question-là de la localisation. Puis d'ailleurs, il y a un site web accessible maintenant qui s'appelle Localisation éco-responsable, sur lequel je vous invite à tester votre adresse. D'ailleurs, c'est assez intéressant, votre adresse professionnelle, bien sûr. Mais vraiment, en 2021, ça devrait faire partie de la liste des critères. Quand on achète un terrain, quand on a besoin de créer un bâtiment au gouvernement, il faut impérativement qu'il contribue à réduire les émissions et qui s'assure d'être adapté au climat futur. C'est impératif. Merci beaucoup. Madame Deschênes? Oui, je dirais que transition énergétique, on travaille beaucoup là, au niveau de l'exemplarité de l'État. On a mis en place là, dans la dernière année une communauté de pratique dont la première chose qu'il faut faire, c'est interpeller, accompagner les gens là, qui sont responsables de la gestion des bâtiments, la gestion des immeubles dans chacun des ministères et organismes. Au niveau de la santé, par exemple, et de l'éducation, il y en a beaucoup de bâtiments. Aussi, penser intelligemment les nouveaux bâtiments là, pour les concevoir de façon propre. Donc, on travaille avec le Plan québécois des infrastructures pour que chaque rénovation ou construction soit réfléchie d'une façon à intégrer notamment l'efficacité énergétique. Puis d'ailleurs, dans les appels d'offres qui sont montés, les plans et devis, il y a maintenant des critères d'efficacité énergétique qui sont exigés, ce qu'il n'y avait pas auparavant. Donc, c'est avec des petits pas comme ça, je pense qu'on va réussir là, à améliorer
le bilan énergétique. Là. Encore ici, on parle qu'au niveau du bâti, il y a beaucoup à faire. Au niveau de la conversion en énergie propre, on est assez quand même bien avancé, je pense, mais il en reste quand même beaucoup à faire pour lequel il faut continuer. Merci beaucoup. Monsieur Pinault, le mot de la fin. Mais l'exemplarité de l'État, moi, je la vois beaucoup dans l'introspection. Alors, ça peut paraître un petit peu ésotérique, là, mais je pense qu'on a beaucoup d'introspection à se faire. Et notamment quand on pense au plan pour une économie verte du gouvernement, que le gouvernement vient de dévoiler et qui est le sujet de ce forum, ça succède au PAC, le plan d'action sur les changements climatiques. Est-ce qu'on a fait le post-mortem? Est-ce qu'on s'est posé la question, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans le PAC? Parce que justement, si vous regardez les objectifs du PAC, c'est qu'en 2020, aujourd'hui, on soit à 20% sous les émissions de 1990. Or, Étienne l'a commencé, on est à 6% de moins qu'en 1990. Ce qui veut dire que, assez grossièrement, on a complètement raté le PAC. Pas complètement, parce qu'il y a eu des bonnes choses, mais notre objectif global n'a pas fonctionné. Et donc là, il faudrait faire un petit post-mortem pour se poser la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et le gouvernement a le devoir d'introspection pour être exemplaire, pour se dire, j'ai fait des erreurs dans le plan, dans la mise en œuvre, je ne vais pas les répéter dans le PEV, il est certainement pas trop tard pour ne pas les répéter. Malheureusement, on est un petit peu sur la voie de répéter beaucoup d'erreurs du PAC dans le PEV. Faisons de l'introspection. Merci. Merci à vous quatre pour la table ronde. Donc, je rappelle que pour permettre à nos participants de vous poser des questions, de réagir à ce que vous avez dit, dans le cadre du forum, à la fin de chaque table ronde, on offre le salon des experts. Donc, vous allez retrouver Jeanne Robin, directrice principale de Vivre en Ville, qui aura sa propre salle de réunion à laquelle vous pouvez accéder pour aller lui poser des questions. Étienne Pomerleau-Landry, conseiller chez Copticom aussi, est disponible pour discuter avec vous. Monsieur Pierre-Olivier Pinault, titulaire de la chaire de recherche en gestion de l'énergie chez HEC Montréal, et Madame Dominique Deschênes, directrice des opérations et de l'innovation au sous-ministériat à la transition énergétique du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Voilà, merci beaucoup à vous quatre. C'était une discussion qui était très intéressante. Vous avez chacun amené des points qui étaient complémentaires, mais aussi éclairants aussi pour lancer ce premier forum de l'action climatique. Pour les participants, je vais vous donner quelques indications. À gauche de votre écran, vous avez un volet qui s'appelle « Session ». Donc, je vous invite à aller cliquer dessus. Vous pourrez ensuite choisir dans quel salon et quel expert vous avez envie de rencontrer. Il y aura une personne qui va modérer les discussions. Donc, si jamais il y a beaucoup de questions, évidemment, ce ne sera pas possible pour nos experts de répondre à tout. Il y a une période de 30 minutes pour ces échanges-là, donc il y aura un modérateur présent. Merci d'avoir été présent pour cette première journée. Donc, évidemment, le forum, on l'a dit en introduction, se déroule toute la semaine en avant-midi. Donc, aujourd'hui, on mettait la table avec le plan pour l'économie verte 2030. Demain, ce sera la thématique de l'avant-midi sera le virage de l'électrification et des technologies propres, s'inspirer d'initiatives concrètes et passer à l'action. Puis, pour avoir la programmation complète, là, vous pouvez aller sur le site Internet du Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec. Donc, voilà, merci tout le monde, puis au plaisir de vous recroiser durant la semaine.